Madame Merck. Oui, merci. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce qui fait la force des chaînes du service public, c'est leur ancrage territorial, le lien de proximité qu'elles tissent au quotidien avec les femmes et les hommes qui vivent dans nos régions. Et c'est vrai qu'à l'heure des chaînes d'information continue qui noient un peu nos concitoyens dans un flux d'informations globalisé et souvent un peu hors sol, qui pour certains d'entre eux les désorientent et concourent même parfois à accentuer leur sentiment de déclassement et d'abandon, mais France 3 répond incontestablement aux besoins de proximité, d'enracinement et de reconnaissance exprimés par nos concitoyens. Alors, elle y répondra demain avec d'autant plus de pertinence qu'elle disposera de davantage d'autonomie dans sa programmation et avec d'autant plus d'efficacité qu'elle disposera de moyens financiers pérennes. Ce qui implique de tourner un peu le dos aux réflexes jacobins qui ont la vie dure et d'aller vers une véritable décentralisation télévisuelle. D'autant plus qu'on voit apparaître une concurrence du privé. Je pense à l'exemple très récent en Occitanie, où il y a un réseau régional qui se crée avec TV Sud et qui démarrait fin septembre. Alors ne faut-il pas transformer le modèle actuel des antennes régionales France 3 pour lui garder sa force et créer des chaînes régionales de plein exercice, comme en Corse? Et est-il envisagé de renforcer l'autonomie des antennes régionales de France 3 et si oui, de quelle manière? J'avais une autre toute petite question, plus délicate, moins bien formulée, mais c'est la sinistrose de Delphine Ernotte qui l'a proposée. Comment réfléchir sans jamais entraver la liberté de la presse à une sorte d'amélioration des pratiques pour tenter d'enrayer justement ce que vous appelez le côté anxiogène, souvent alimenté par les journalistes, et mettre l'accent aussi sur ce qui fait avancer le pays? Ça permettrait aussi de briser la défiance grandissante vis-à-vis des journalistes, pourtant absolument fondamentaux à notre démocratie. Merci beaucoup. Madame Calvez. Donc, sur le sport, effectivement, l'année dernière, donc au mois de septembre, après les Jeux à Rio, donc les Jeux paralympiques, ça a représenté plus de 100 heures de programme sur nos différentes antennes. C'est vrai qu'on met en avant le foot féminin, et encore hier soir, avec beaucoup de succès d'ailleurs. On s'inquiétait, on s'est dit, bon, est-ce que ça a marché? Ça marche très bien, donc en plus, on est récompensé, donc c'est parfait. On couvre à peu près 140 disciplines au sein de France Télévisions, enfin en 2016. Et on a eu, en nombre d'heures de programme, à peu près 6500 heures de sport en 2016. Sachant que une chaîne de télévision, 7 jours sur 7, et tous les jours, et la nuit aussi, c'est 8600 heures. Donc vous voyez, ça fait pratiquement une chaîne qui émettrait toute l'année. Et puis on a eu aussi 4500 heures en région. Et ça, c'est très important aussi que sur les chaînes régionales, on puisse retransmettre les compétitions sportives à l'échelle des territoires, qui sont souvent peu médiatisés et qui pourtant intéressent chacun sur son propre territoire. Alors, vous avez des questions sur en fait l'autonomie des chaînes de France 3 et puis également sur l'aspect un peu méthodologique de l'avenir, comment vont évoluer ces différentes chaînes avec cet exemple effectivement de Viastel. Donc c'est vrai que en fait, l'idée de cette réforme de France 3 et la direction dans laquelle on va, c'est de donner un caractère régional beaucoup plus fort. Et donc, de laisser aussi plus d'autonomie aux différentes directions régionales de France 3. Une des caractéristiques de la réforme qui a été mise en place en début de cette année, c'est de recréer des patrons locaux qui ont tout dans leurs mains, c'est-à-dire à la fois l'éditorial, les finances, les ressources humaines. Alors, ils ne décident pas du budget, hein, comme moi-même non plus, je ne décide pas du budget d'une certaine façon, hein, c'est la redevance, mais ils ont la liberté de décider. Alors, les choses commencent à évoluer, je vais vous prendre quelques exemples, mais... au moment du 14 juillet, donc la semaine dernière, moi je me suis rendue à Nice justement auprès des équipes de France 3, puisque c'est France 3 Côte d'Azur qui a réalisé la spéciale commémoration et hommage aux victimes de l'attentat de Nice, parce que là ça a
une portée nationale a été diffusé sur l'ensemble du réseau France 3. Bon, ben ça fait longtemps que c'était pas arrivé et c'était une qualité vraiment tout à fait remarquable. Ça a été très suivi par nos téléspectateurs, donc c'est un vrai succès. La veille, on avait diffusé sur la case de documentaire un documentaire régional également, qui avait été fabriqué toujours au sujet des attentats de Nice, qui a été diffusé sur l'ensemble du réseau national. Alors, évidemment, l'autonomie, ça ne veut pas dire faire pour les 13 régions, ça veut dire aussi être capable d'avoir plus de moyens pour sa propre région. Donc là, comme on opère quand même dans un budget contraint et qui n'est pas appelé à augmenter, hein, on va dire les choses franchement, on est dans une contrainte budgétaire très forte. On a commencé à faire passer du budget du programme national de France 3 vers le budget régional, donc pour effectivement donner plus de moyens aux régions. C'est la capacité aussi effectivement à nouer des partenariats, donc il y a certains qui sont en train de se nouer, il y a des patrons, je pense notamment à l'Aquitaine qui est en discussion avec une chaîne basque espagnole, enfin basque tout court devrais-je dire d'ailleurs, pour justement nouer des partenariats aussi éditoriaux. On a en fonction des régions des liens avec le conseil régional plus ou moins forts. Évidemment, en Corse, c'est très fort, mais en Bretagne aussi, on a dans beaucoup de régions des contrats d'objectifs et de moyens qui sont signés avec les régions, où il y a un engagement de notre part à faire des émissions qui sont en général d'ordre culturel, hein, la plupart des temps, soit langue vernaculaire, soit spécifiquement pour l'antenne, et ça, on est appelé à le développer. Voilà, on est appelé à le développer progressivement. Donc, vous allez voir déjà sur les antennes là en septembre à la rentrée, il va y avoir beaucoup plus de place pour les programmes régionaux, beaucoup plus d'autonomie, la capacité à faire ce qu'on appelle dans notre jargon des prises d'antenne exceptionnelles, telle manifestation culturelle à tel endroit, la région décide que ça vaut la peine de la retransmettre à la télévision, tel spectacle par exemple, c'est la liberté de le faire beaucoup plus fréquemment. Il y a à peu près 300 prises d'antenne exceptionnelles aujourd'hui dans le réseau, et il faut que voilà, tout ça se fluidifie et effectivement que la tentation de tout centraliser à Paris soit un peu relâchée. Alors, est-ce que demain, on pourra avoir d'autres chaînes de plein exercice que celle de Viastel, qui est un vrai succès par ailleurs et qui est fabriquée en fait par les équipes de France 3? Moi, je dis pourquoi pas. Est-ce qu'on pourra en avoir partout au même rythme? Certainement pas. Il faut que les régions, en fonction des partenariats qui sont noués ici ou là, soient capables d'avancer à leur propre rythme. En Aquitaine, le Conseil régional a fait un appel à intention pour une chaîne de plein exercice, et France 3 Aquitaine a répondu. Donc voilà, on va voir si on est attributaire ou pas, mais on n'est pas du tout opposé à ça, mais les régions n'ont pas toutes la même identité, donc il faut que chacune puisse aller à son rythme, sachant que ce qui est un engagement fort, c'est quand même de multiplier par 2 le temps d'antenne. C'est pas rien maintenant en 4 ans qui nous reste. Donc voilà, donc ça va vraiment dans cette direction-là. Sur l'interactivité et les réactions avec les téléspectateurs, alors c'est vrai que ça c'est un gros sujet assez compliqué, parce que en fait on est un peu l'inverse de l'interactivité à la télévision, parce qu'on émet sans savoir forcément comment c'est reçu derrière. Donc c'est des choses qu'on essaie de développer déjà, premièrement en tenant compte de ce qui se dit sur les réseaux sociaux au moment des émissions. Donc on l'a fait par exemple au moment des émissions politiques, durant cette campagne, on avait des équipes du numérique qui suivaient ce qui se passait sur les réseaux sociaux, qui pouvaient rire des interpellations qu'on avait sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça qu'on essaie de développer avec les outils qui existent aujourd'hui. Et il faut, c'est vrai, qu'on invente peut-être d'autres modes sur d'autres types d'émissions, et pas uniquement les grands débats en fait, d'interactivité avec les téléspectateurs. Alors, on voit bien l'interactivité classique dans les jeux et divertissements, ça évidemment on va poursuivre. Pourquoi pas aller jusqu'à la co-construction? Pour l'instant on n'a pas vraiment encore initié ce type de projet-là, mais pourquoi pas, parce qu'effectivement on sent bien que c'est des tendances qui sont en train de poindre, vous avez raison. Sans doute peut-être on pourra le faire peut-être plus facilement avec notre chaîne pour les jeunes adultes, parce que là on voit bien que la co-construction c'est un peu nativement digital, donc voilà, on va avancer pas à pas vers ce chemin-là, même si c'est vrai que c'est un peu contre nature, parce que nous on a l'habitude de parler à tous en même temps. Sur
Oui, votre question sur le sport ou la culture qui sont présents en première partie de soirée. Donc c'est vrai qu'on a parlé du match de foot d'hier, match de foot féminin. Il y a la fête de la musique, bien sûr. On est très content du concert de Paris, parce que c'est quand même de la musique classique en première partie de soirée et qui a eu un énorme succès cette année. Alors c'est vrai qu'on l'a beaucoup relayé. On en a fait une publicité effrénée au moment du Tour de France pour que les gens viennent voir le soir ce magnifique concert. On a en gros à peu près 600 premières parties de soirée sur nos antennes qui sont des spectacles culturels, du spectacle vivant, de l'opéra, de la musique classique sur nos antennes. Est-ce que c'est suffisant? Sûrement pas. En tout cas, ce qu'on sent, c'est que même si on fait des choses, on n'est pas perçu comme faisant des choses. Et donc ça doit nous interroger, honnêtement, parce que 600 premières parties de soirée, c'est pas rien. Et pourtant, voilà, et pourtant, vous le dites, et vous avez raison, on n'est pas perçu comme étant assez des passeurs suffisamment actifs dans le domaine culturel. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous, et on a enclenché une réflexion sur ce sujet-là. Sur l'accessibilité, alors ça c'est très très important, donc toutes nos applications, nos applicatifs qui sont en train évidemment de se développer à vitesse grand V sont entièrement accessibles. Tout est sous-titré audio décrit, je crois qu'on est les seuls en France à le faire. France 2, France 3, France 4, France 5, France E ont leur grille 100% sous-titrée. Là où on nous attend encore beaucoup, et c'est vrai que les associations nous le disent, c'est sur la langue des signes. Donc on a essayé de faire un vrai effort sur la chaîne d'info, puisqu'on a doublé notre contribution grâce à la chaîne d'info avec des journaux qui sont sous-titrés en langue des signes 3 fois par jour, je crois. Donc c'est beaucoup plus que nos concurrents, mais ça c'est encore insuffisant. Donc on a encore des progrès à faire là-dessus. Mais voilà, on a essayé à l'occasion de cette nouvelle chaîne d'améliorer vraiment très très sensiblement la langue des signes. Oui, sur les questions méthodologiques, comme vous le pointiez sur François, je voudrais juste rajouter une chose, c'est que Viastel, qui est un vrai succès, on est très content de cette chaîne de plein exercice, ça a mis 6 ans. Voilà, ça prend du temps parce que voilà. Donc je ne sais pas si on aura 13 chaînes de plein exercice demain, peut-être pas. On aura peut-être des chaînes qui seront encore plus régionales que ne le prévoit le COM. On s'est engagé à faire x2. Peut-être que dans certains cas, ça sera beaucoup plus, et puis dans d'autres cas, beaucoup moins. En tout cas, on veut libérer les énergies pour qu'au niveau local, il y ait une vraie capacité à innover, retrouver de la créativité, des bonnes idées. Et croyez-moi, dans les 13 directeurs et directrices régionaux qu'on a nommés, il y a beaucoup de choses qui vont éclore à leur entrée. Voilà, on sent qu'on a un peu regalvanisé les énergies. On n'est pas au bout, mais c'est très satisfaisant de voir déjà les très bonnes idées qu'ils ont eues et qu'on va mettre en œuvre. Merci beaucoup, Monsieur Pierre-Alain